Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des métastases ostéolytiques du fémur. Le topo a été réalisé par le Dr Gerbeau, sous la direction du professeur Fabre. D'un point de vue épidémiologique, 5 localisations primitives de cancer sont responsables de la quasi-intégralité des métastases ostéolytiques, avec en premier le sein, dans 38% des cas. Le deuxième cancer primitif le plus fréquent est le cancer du poumon, dans 25% des cas. En troisième position, le cancer du rein, avec une prévalence de 12%, est responsable de lésions avec une néangiogenèse très importante, responsable de lésions très richement vascularisées. La prostate, avec 8%, est avant-dernière de ce classement des lésions ostéolytiques. Bien que les cancers de prostate représentent une grande part des cancers secondairement métastatiques au niveau osseux, la grande majorité de ces cancers donnent cependant des lésions non pas ostéolytiques mais ostéocondensantes. En cinquième position, avec moins de 8% de prévalence, le cancer de la thyroïde, qui, tout comme le rein, donne des lésions ostéolytiques extrêmement vascularisées. En termes de localisation lésionnelle, le fémur est le deuxième site osseux métastatique derrière le rachis. La population concernée par cette pathologie est relativement jeune, avec un âge médian d'apparition de 62 ans pour les hommes, contre 67 ans pour les femmes. Il s'agit donc d'une lésion chez des malades relativement jeunes, avec un pronostic global de survie de 43% à 1 an, même si celui-ci reste très variable selon l'origine du cancer primitif. Pour exemple, le cancer du sein métastatique osseux a une médiane de survie estimée à 24 mois, quand le poumon métastatique osseux a lui une médiane de survie estimée à 4 mois. Dans un cas sur 5, la lésion lytique du fémur va révéler la pathologie cancéreuse. D'un point de vue histopathologique, il est à noter que plus de 80% des primitifs sont des adénocarcinomes. Topographiquement, au niveau du fémur, la première localisation en termes de fréquence est la région du massif trochantérien, dans 37,5% des cas. Vient ensuite la région diaphysaire, dans 32,5% des cas, et enfin la région cervicocéphalique, dans 30% des cas. Un dernier chiffre intéressant à retenir, un malade cancéreux sur 5 avec des métastases osseuses va être victime d'une fracture pathologique au cours de l'évolution de sa maladie. Concernant la compréhension des mécanismes physiopathologiques, voici deux concepts fondamentaux pour comprendre pourquoi les cellules tumorales disséminent et pourquoi elles présentent un tropisme en faveur de certains organes en particulier. Les cellules tumorales malignes présentent des qualités qui les différencient des cellules bénignes, à savoir notamment l'indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération, la capacité de résister à l'apoptose, la capacité de diffuser et de migrer, la capacité d'envahir les tissus, de stimuler la néoangiogénèse locale, puis de coloniser les organes cibles. D'après la théorie du Sinensäule de Paget, les organes ne seraient pas ciblés par hasard. La préférence de certaines cellules tumorales pour certains organes et leur micro-environnement résulterait d'interactions entre une graine, le CID, et ce micro-environnement favorable, le soil. Le premier couple ligand-récepteur à avoir été mis en évidence est le couple CXCL12-CXCR4. Le ligand, CXCL12, sécrété par les cellules stromales du micro-environnement et notamment les cellules hématopoïétiques intramédulaires, active la néoangiogénèse et présente une action chimiotactique vis-à-vis des cellules tumorales. Le récepteur CXCR4 se trouve en lui sur les cellules tumorales qui, par interaction avec le ligand CXCL12 et selon le gradient de CXCL12, permet aux cellules tumorales de coloniser le micro-environnement pour s'y installer de manière durable. Dernier point de compréhension physiopathologique sur le mécanisme de la lyse osseuse au sein de la métastase ostéolytique. Le RONC-ligand de la famille des TNF est un élément clé dans la balance ostéoformation-ostéorésorption au niveau de l'homéostasie osseuse. Il est principalement sécrété dans le micro-environnement osseux par les ostéoblastes. Son but principal est l'activation des préostéoclastes par l'intermédiaire du RONC, le récepteur, et accélère la différenciation des préostéoclastes en ostéoclastes matures. Les ostéoclastes matures, qui, comme vous le savez, sont les acteurs principaux de la résorption osseuse dans ce fameux processus d'homéostasie osseuse. Les ostéoclastes matures activés sécrètent à leur tour des cytokines et des facteurs de croissance dans le micro-environnement qui vont à leur tour stimuler les cellules tumorales. Les cellules tumorales installées dans le micro-environnement libèrent à leur tour des cytokines chimiokines, par exemple IL1, IL6, et autres facteurs de croissance, PTHRP notamment, qui viennent freiner à leur tour la prolifération ostéoblastique et déséquilibrer l'homéostasie osseuse. Les cellules tumorales installées dans le micro-environnement libèrent à leur tour des cytokines chimiokines, par exemple IL1, IL6, et autres facteurs de croissance, PTHRP notamment, qui viennent freiner à leur tour la prolifération ostéoblastique et déséquilibrer l'homéostasie osseuse.
véritable cercle vicieux résultant d'un déséquilibre en faveur de l'ostéolyse, expliquant de manière relativement simplifiée la perte de substances osseuses continue et progressive au sein des lésions lytiques. La clé du processus est de comprendre que dans les lésions métastatiques lytiques, la cellule cancéreuse ne lise pas l'os par elle-même, mais par création d'un déséquilibre de l'homéostasie en faveur de l'activation des cellules résidantes que sont les ostéoclastes. Après avoir posé un contexte épidémiologique et physiopathologique, intéressons-nous désormais à classifier nos lésions. M. Harrington, orthopédiste américain, publie en 1982 une liste de critères permettant de simplifier la décision d'un éventuel traitement chirurgical devant la présence de métastases ostéolytiques. Sont proposés 5 critères principaux d'aide à la décision chirurgicale. Le fait d'être sur un os portant, de présenter une douleur à la mise en charge, de présenter une avulsion du petit trochanter, de présenter une ostéolyse de diamètre supérieur à 2,5 cm, d'avoir une destruction de la corticale sur plus de 50% de celle-ci. En 1989, Meyrels publie un score pour l'ensemble du squelette périphérique dont l'objectif est de proposer différents seuils ayant pour but de coter le risque fracturaire pathologique. Il utilise pour ce faire 4 critères, chacun cotable de 1 à 3 points, à savoir le site osseux, la douleur, le type de lésion, la taille de la lésion par rapport à la corticale osseuse. Devant un score de Meyrels inférieur ou égal à 7, le risque fracturaire est estimé à environ 4%. Il est dans ce contexte recommandé de proposer un suivi rapproché ainsi qu'une prise en charge thérapeutique, médicale ou radiothérapeutique. Pour un score de Meyrels intermédiaire à 8, le risque de fracture est estimé à environ 15%. C'est le stade où la discussion pluridisciplinaire et le pronostic global du patient tiendront un rôle prépondérant dans la décision thérapeutique. Au cas par cas, on se retrouve alors soit à mettre en place une stratégie de suivi rapproché, soit à indiquer une prise en charge chirurgicale. Devant un risque fracturaire estimé à 33%, avec une incidence de fracture pathologique à plus de 80% dans l'année qui suit le diagnostic, la chirurgie préventive s'impose pour un Meyrels supérieur ou égal à 9, qui représente en lui-même une indication chirurgicale. Ayant désormais évalué notre lésion ostéolytique en elle-même, nous allons donc pouvoir nous intéresser à notre malade et à nos possibilités thérapeutiques. De manière plus schématique, nous avons choisi de représenter la décision thérapeutique par cet algorithme. Lors de la mise en évidence d'une lésion lytique, la première étape sera de calculer le score de Meyrels. Avec un score de Meyrels inférieur ou égal à 7, l'attitude médicale, antalgique, avec suivi rapproché, plus ou moins radiothérapie, est de rigueur. Devant un score de Meyrels intermédiaire à 8, la discussion entre chirurgien et oncologue s'impose. La discussion s'articule principalement autour du pronostic du malade. Ont été mis en évidence 5 facteurs pronostiques indépendants qui doivent être pris en compte dans la discussion pluridisciplinaire, à savoir un score ASA élevé supérieur ou égal à 3, un score OMS supérieur ou égal à 3, des douleurs préopératoires, une fracture pathologique ou des lésions ostéolytiques multiples. Le cancer primitif impacte également largement le pronostic. La fracture pathologique, quant à elle, n'affecte pas directement le pronostic au sens de la survie, mais plutôt la capacité à marcher et les douleurs post-opératoires, constituant le pronostic fonctionnel. Ces 5 critères aident à classer les malades en 2 catégories, les malades de bon pronostic et les malades de mauvais pronostic. Concernant les malades de mauvais pronostic, les principales options sont d'un côté le suivi rapproché, la prise en charge médicale ou la radiothérapie, ou bien une intervention légère, à savoir une cimentoplastie ou encore une ostéosynthèse peu agressive. L'enclouage centromédulaire est l'option de choix. La plaque de fémur est une option à disposition, mais ne s'avère être la meilleure option désormais que de manière extrêmement marginale. C'est la technique qui présente le plus grand taux d'échec et le plus grand taux de complications. Elle n'est d'ailleurs désormais plus recommandée. Chez les malades Meyrels 8 de bon pronostic, l'intervention chirurgicale est de rigueur. Il s'agit de raisonner sur la localisation topographique de notre lésion. Sur une lésion de la région cervico-céphalique, devant l'impossibilité d'enclouer, l'arthroplastie de hanche reste la meilleure option. Devant les lésions du massif trochantérien, 2 options sont principalement disponibles. D'un côté le clou et de l'autre côté l'arthroplastie de hanche. Le clou, lui, sécurise le fémur sur toute sa longueur, lorsque la prothèse n'a d'effet qu'en proximal. La prothèse, quant à elle, permet de réséquer un important volume tumoral. Il faut savoir que l'enclouage et la prothèse sont équivalents en termes de survie, de gains fonctionnels ou de taux de complications locales dans les lésions de la région trochantérienne, chez les malades cancéreux qui présentent des lésions de volume raisonnable et qui ne nécessitent pas de résection majeure. Les indications précises arthroplastie versus enclouage dans les lésions de la région trochantérienne restent donc à définir et sont pour l'heure discutées et débattues lors des staffs chirurgicaux. Devant une lésion diaphysaire, on réalise un enclouage centromédulaire en préconisant l'utilisation d'une tige longue pour se donner la meilleure stabilisation possible sur toute la longueur de la diaphyse fémorale.
Et pour les rares cas de métastases du fémur distal, on discutera d'une arthroplastie massive de genou selon les caractéristiques de la lésion. Le score de Meireles à 9 suit le même raisonnement en termes de localisation topographique fémorale et reste considéré à lui seul comme une indication chirurgicale. Quel que soit le score de Meireles, il est recommandé d'associer, dès que cela est possible, de la radiothérapie à la suite de la prise en charge chirurgicale afin de favoriser la consolidation osseuse. Radiothérapie à la charge de l'équipe d'oncologie. Avant de raisonner sur le moyen de traiter chirurgicalement la lésion, il est fondamental de bien comprendre que l'objectif de la prise en charge repose sur le pronostic. Cet objectif est fondamentalement différent selon que le malade présente ou non un bon ou mauvais pronostic. La prévention de la fracture ainsi que l'antalgie sont des objectifs systématiques, quel que soit le pronostic. Chez les malades de bon pronostic, l'objectif, en plus de l'antalgie et de la prévention fracturaire, sera fonctionnel. La récupération de la marche, ou plus simplement de la mise en appui, est un enjeu fondamental pour les malades. Métastase ostéolytique du fémur en 5 points clés. Il s'agit d'une chirurgie symptomatique palliative avec une médiane de survie globale de l'ordre de 43% à 1 an chez une population relativement jeune. Deux principaux scores sont à notre disposition pour aider à la décision chirurgicale, Harrington et Meireles. Trois objectifs principaux de la prise en charge thérapeutique, la prévention fracturaire, le contrôle de la douleur et la récupération fonctionnelle. 4 options thérapeutiques majeures, non chirurgicales, cimentoplastie, ostéosynthèse, arthroplastie. 5 facteurs pronostiques majeurs, le score ASA, le score OMS, la douleur préopératoire, la fracture pathologique, les lésions multiples. Pour aller plus loin, nous vous recommandons la lecture de 4 articles. L'article de Rudman qui revient sur les principes physiopathologiques des métastases osseuses, les articles de Meireles et d'Harrington qui ont permis la publication des classifications de Meireles et d'Harrington, et enfin l'article issu du Symposium Softcode sous l'égide du professeur Bonnevial et qui compare le bénéfice d'une fixation versus arthroplastie pour les lésions ostéolytiques métastatiques du fémur proximal. Nous vous remercions d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez suivre les actualités scientifiques de notre département en vous abonnant à notre chaîne YouTube OrthoLivestream. Merci et à bientôt.